Octobre a une réputation sulfureuse dans le monde boursier. Remontons en octobre 1987. Le crash de 1987 a été un des plus gros crashs de l'histoire et nous allons voir dans cette vidéo est-ce que les cycles de marché nous permettent de mettre en place une stratégie en fonction des cycles saisonniers. Donc les cycles de marché, on va voir ça tout de suite avec une petite citation. Ici, il s'agit d'un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'investisseur. Donc ça, c'est une petite référence à mon portefeuille du druide des revenus passifs et dividendes. Donc on est parti, on va attaquer cette vidéo. Le fameux lundi noir. Le Dow Jones a subi une chute vertigineuse de 22% en une seule journée. C'était un dinguerie. Mais est-ce que octobre est vraiment un mois sanglant Farid? On dit souvent « Sell in May and go away ». Octobre marque également le début du 4e trimestre où les entreprises publient leurs résultats. De mauvais résultats peuvent déclencher une panique et des ventes massives. Les chocs de volatilité délivrent une fois absorbés des rallyes haussiers. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez voir sur les deux images ici. Donc l'image de gauche, le graphique de gauche, nous montre en fait, ici vous voyez les gros drawdowns, c'est-à-dire les plus grosses baisses du SP500 depuis 1950 à 2022. Et vous voyez qu'ici à chaque fois, hein, les grosses crises, ça a l'air d'être plutôt sur le mois de mars, avril, mai. On peut voir ici encore une fois au mois de mai qu'il y a eu une grosse crise, qu'il y a eu une grosse correction ici avec beaucoup de volatilité. On peut voir également ici au mois d'octobre qu'il y a eu une énorme crise également, un énorme crash entre guillemets. Enfin, c'était pas vraiment un crash d'ailleurs parce que ça c'était l'année 2022 il me semble. Hein. Donc c'était plutôt une crise, voilà, hein, une sorte de correction de marché mais assez importante. Et puis voilà, il y a des phases au contraire qui sont croissantes et ascendantes. Mais en fait, ce que révèle ce graphique, hein, surtout l'intérêt, c'est de comprendre qu'à chaque fois, après une grosse baisse, et ben, s'en est suivi une grosse hausse. Et ça, on va le voir hein, sur le slide suivant. Le SP500 ici sur le long terme, bien sûr, depuis 1789 est haussier. Hein, donc vous ne rêvez pas, j'ai bien dit 1789. Donc là, on remonte au 18e siècle. Là, ils ont reconstitué un petit peu hein, l'historique jusqu'en 2014. On voit qu'à chaque fois il y a des grosses crises, mais à chaque fois le SP500 hein, de sa construction se remet de ces crises systématiquement et puis repart à la hausse dont des tendances haussières très importantes. Donc c'est hein, les États-Unis, hein, c'est un pays capitaliste, c'est là qu'il y a les grandes innovations, donc c'est normal aussi. Hein. À noter que là, ce qu'on va voir dans cette vidéo maintenant, après ces deux petits constats, c'est de savoir est-ce que, en investissant sur certains mois et en sortant du marché sur d'autres mois, est-ce qu'on peut faire des performances intéressantes? Et ça, c'est ce slide qui va nous le révéler avec le fameux adage « Sell in May and go away ». Donc, le sell in May, est-ce que c'est vraiment prouvé que ça améliore les performances si on sort du marché en mai et qu'on revient plutôt hein, que sur la fin d'année? Donc là, vous voyez qu'on a les performances suivant les mois. Donc vous avez vu ici qu'on a novembre, avril, octobre, mars, décembre, mai, septembre, février, etc., etc. Donc je vais vous la faire courte. Donc là, ça va de 1950 à la période actuelle. Donc là, actuellement, on est en 2024. Et ce qu'on constate en vert, hein, plus c'est vert, plus c'est les grosses performances, et plus c'est rouge, plus c'est les mauvaises performances. Donc on ne va pas toutes les faire, mais on constate que de avril à septembre, les performances sont mauvaises en général, même si elles restent positives, hein, et que de mai à octobre, donc une période encore
plus large, le fameux Sell in May and Go Away, eh bien la performance est la plus faible historiquement durant cette période. Donc en étant entre guillemets hors du marché, en tout cas en n'achetant pas le marché durant cette période, eh bien on pourrait se protéger de périodes entre guillemets néfastes et volatiles où il y a souvent des corrections de marché. Au contraire, vous voyez que la période de novembre à avril, ou de octobre à mars, ou de décembre jusqu'au mois de mai, le fameux Sell in May, les performances sont ici les plus importantes. À droite, on peut voir le fameux Sell in May and Go Away. Donc si on mettait en place une stratégie où on investit pendant 6 mois entre le mois de novembre et le mois d'avril, et au contraire on sort du marché entre le mois de mai et le mois d'octobre, eh bien on constate que sur 5 ans, les performances de novembre-avril sont plus importantes que les performances entre mai et octobre. Sur 10 ans, alors là, ça explose. Il y a vraiment un différentiel colossal. Donc c'était un peu moins vrai les 5 dernières années, mais par contre sur les 10 dernières années, ça se vérifie de manière très, très pertinente et très importante. Sur 20 ans, c'est encore plus... le différentiel est encore plus important. Puisqu'on voit que investir entre mai et octobre aurait rien rapporté quasiment sur le portefeuille. Et puis voilà, sur 50 ans, pareil, différentiel énorme. Et puis depuis toujours également, on voit qu'il y a un historique en faveur de la période novembre-avril. Donc ça nous indique tout simplement que les meilleurs cycles de marché, c'est entre novembre et avril, et que les plus mauvais, c'est entre mai et octobre. Donc on pourrait mettre en place une stratégie toute bête, c'est d'investir sur un ETF SP500 entre novembre et avril, prendre ses gains au mois d'avril et puis laisser la période de mai à octobre hors du marché, par exemple sur un fonds euro ou sur des obligations, peu importe, et revenir en novembre de nouveau. Et ça, sur le long terme, il y aura toujours des exceptions et des années où ça ne marcherait pas, mais sur le long terme, en principe, eh ben, ça permettrait de faire des performances tout à fait intéressantes. Ensuite, on va voir est-ce que le mois d'octobre est vraiment un mois saignant et rouge, le fameux mois des crashs, notamment de octobre 87, mais pas seulement. Donc, quelques statistiques historiques sur le SP500 pour le mois d'octobre. La performance moyenne sur 30 ans, donc vraiment là sur du long terme, en prenant un horizon de 30 ans, octobre a généré une performance positive moyenne de l'ordre de 0,8 à 1%. La volatilité du mois d'octobre mesurée par l'indice de variance des prix journaliers est également la plus élevée que la moyenne annuelle. Donc il y a une chose qui est certaine, c'est que le mois d'octobre, c'est un mois volatile et plus volatile que les autres mois de l'année. L'effet de rebond, parfois considéré comme un mois de rebond, notamment après les corrections de septembre, qui est souvent négatif historiquement. Donc en fait, en réalité, le pire mois, c'est surtout le mois de septembre. Donc on est en plein dedans au moment où je tourne cette vidéo. Donc c'est pour ça que ça peut être une stratégie pour notre portefeuille de druide, puisque on peut se dire ça peut être intéressant d'épargner pour investir entre avril et octobre, parce que durant cette période-là, il y a de grandes chances qu'on ait à un moment donné une grosse correction de marché et des actions qui soient sous-évaluées, donc avec des occasions et des soldes. Et en réalité, le mois d'octobre n'est pas si baissier que ça c'est une idée fausse, c'est une idée reçue. Par contre, c'est vrai que souvent, comme le mois de septembre est souvent baissier, souvent quand on entre dans une crise et dans un crash boursier, c'est amplifié en octobre, et c'est pour ça qu'on dit qu'octobre est le mois des crashs, puisque c'est là généralement que ça s'effondre. Donc une fois que cette idée entre guillemets reçue est passée, on va pouvoir passer à l'une des dernières diapositives. En résumé, les mois les plus performants de l'année, d'un point de vue purement statistique, c'est le mois d'avril. Historiquement, l'un des meilleurs mois avec des rendements moyens positifs. Le mois de novembre, également un mois qui est fort, souvent stimulé par l'optimisme de fin d'année. Et le mois de décembre, qui bénéficie souvent de ce qu'on appelle le rallye Santa Claus, le rallye de Noël et de la clôture positive de l'année fiscale. Donc ça, on y reviendra dans une future vidéo lorsqu'on approchera de cette période. Au contraire, les 3 mois les moins performants, donc c'est le mois de septembre, on est en plein dedans. D'ailleurs, cette année, ça ne se vérifie pas pour l'instant. Traditionnellement, le mois le plus faible pour le SP500, le mois d'août, souvent marqué par une faible activité du trading et des rendements modestes. Donc ça, on l'a vu cette année. Et le mois de février, tendance à avoir des performances inférieures à la moyenne. Et ça s'explique aussi par le fameux effet janvier qui suit le rallye de Noël, qui est un mois très performant. Et souvent, février, je pense qu'il y a des prises de bénéfices qui commencent à se faire.
Donc pour conclure cette vidéo, on va faire une petite étude du SP500, on va regarder un petit peu tous les mois d'octobre, puisque là c'est le mois d'octobre arrive très bientôt, pour voir un petit peu est-ce que ce mois d'octobre est vraiment si sanglant que ça. Donc on en a plus ou moins parlé dans cette vidéo, mais on va aller voir ça de manière concrète maintenant. Alors pour notre analyse, on va partir de octobre 2012, donc vous voyez ici la flèche, les différents mois d'octobre des différentes années. Donc là on voit qu'on a eu effectivement un mois d'octobre en 2012 qui a été baissier, et comme souvent, la fin d'année s'en est suivie d'un énorme mouvement haussier. D'ailleurs, on peut voir que octobre 2013 n'a pas du tout été baissier, là on était vraiment dans un gros bull market. Donc là, c'était quasiment une hausse ininterrompue. On peut voir que octobre 2014, il y a eu une grosse correction puisqu'on a eu beaucoup de volatilité, on est descendu très bas. Et puis finalement, on a clôturé le mois assez haut, donc le mois finalement s'est retrouvé positif après avoir quand même pas mal baissé. Le mois de septembre était un mois baissier, mais on va dire c'est un mois, c'est une baisse qui est tout à fait classique et normale, donc il n'y a rien d'intéressant à dire. Donc on va continuer, donc on voit que souvent après ça continue de monter jusqu'en janvier, février, et puis là ça va stabiliser durant l'année 2015, puisqu'on va avoir ici un espèce de marché en range. Donc on peut voir que octobre 2015 a été au contraire un mois très haussier, après un mois d'août et un mois de septembre plutôt baissier ou correctif. Et puis ensuite, on a eu une baisse durant le mois de janvier. Donc là, on n'a pas eu d'effet décembre-janvier. Donc là, c'est pareil, c'est une exception qui confirme la règle. Donc là, durant l'année 2015, les statistiques ne se sont pas du tout vérifiées. On était dans un marché en range, donc c'est peut-être aussi pour ça. Ensuite, on a le mois d'octobre 2016. Effectivement, on voit qu'on a un mois d'octobre baissier. C'est quasiment le seul mois baissier qu'on a dans la zone. Octobre 2017, c'est un mois haussier. Le mois de septembre était aussi haussier. Donc là, les statistiques ne se vérifient pas. Le mois d'octobre n'est pas spécialement baissier encore une fois. Donc on va avancer un petit peu dans le temps. On arrive sur octobre 2018 et là par contre effectivement en 2018, gros mois baissier. D'ailleurs on pouvait se demander cette année-là si on partait pas en crash boursier. On pouvait voir ici qu'on a eu une baisse sur le mois d'octobre qui a été aux alentours de moins 7, moins 8% sur un seul mois, ce qui est énorme. C'est très rare qu'on ait un mois autant baissier. Et puis d'ailleurs la correction aura fait même moins 20% durant l'année 2018. Donc on va continuer comme ça. Par contre, il s'ensuit effectivement un effet janvier, puisque à partir de janvier, ça a commencé à monter jusqu'au mois de avril et mai, ça a rechuté. Donc là, le mois de mai, on voit que c'était baissier. Ensuite, octobre 2019, mois haussier. Donc là, rien de particulier, ça continue de monter jusqu'en janvier, février. Et puis mars, avril, là ça commence notamment le mois de mars, ça commence à continuer de baisser beaucoup. Octobre 2020, donc là c'est le crash du Covid, donc déjà le mois de septembre était baissier, le mois d'octobre a été également baissier, donc là ça se vérifie encore une fois. Le mois d'octobre 2021, là c'est l'inverse, c'est un gros mois haussier, avec un mois de septembre par contre qui est baissier lui. Donc le mois de septembre, encore une fois, ici, il vérifie sa statistique d'un des pires mois de l'année. Le mois d'octobre 2022, il est plutôt haussier, mais voilà, c'est suite à une grosse baisse. Et le mois de septembre a été très baissier, encore une fois, ici. Donc le mois de septembre, c'est plutôt le mois de septembre qui fait peur. Octobre 2023, encore une fois, mois de septembre dégueulasse. Le mois d'octobre est baissier, mais voilà, c'est pas une grosse baisse, donc pas de panique. Et puis là, on est en septembre 2024. Pour l'instant, le mois de septembre n'est pas baissier, sachant que mercredi, on va avoir des statistiques, c'est-à-dire le lendemain du moment où je tourne cette vidéo. Donc peut-être que là, on aura une baisse qui sera provoquée par une mauvaise interprétation du marché, ou pas, nous le verrons. Mais en tout cas, le mois de septembre, pour l'instant, est tout à fait satisfaisant. On verra ce que fera le mois d'octobre. Donc moi, je pense que là, pour l'année 2024, on risque d'aller vers une belle fin d'année. En tout cas, voilà, le mois d'octobre, que ça soit un mois sanglant et très baissier, ça ne se vérifie pas trop. Qu'effectivement, il y a de la volatilité, oui. Mais voilà, il y a eu beaucoup de mois d'octobre qui ont été plutôt haussiers. Là, je vous ai mis des flèches, c'était les mois de mai, notamment 2011. Et là, vous voyez, le mois de mai 2012, donc j'aurais pu faire la même étude sur les mois de mai. On voit qu'ici, suite au mois de mai, ça chute beaucoup. Là, pareillement, bon, c'est pas une grosse baisse, mais il y a quand même une bonne correction durant le mois de mai 2012. Donc voilà, donc c'est plutôt des choses qui ont tendance à se vérifier sur certaines années. Et puis notamment le mois d'octobre, lui, c'est plutôt une fausse réputation qu'on lui attribue. Donc moi personnellement, en tant que druide, pour notre portefeuille du druide, on ne s'inquiète pas trop pour cette fin d'année. On continue de suivre notre stratégie tranquillement. C'est surtout ce mois de septembre qui était censé être baissier. Voilà, on a eu un mois d'août ici qui a été très volatile, parce que vous voyez qu'il y a une longue mèche. On a beaucoup baissé, puis finalement ça a racheté le marché.
Donc on reste dans une dynamique haussière qui reste très intéressante à l'heure actuelle. Alors vous demandez maintenant peut-être comment utiliser ces informations. Donc vous le savez sans doute, ce portefeuille est complètement différent de mon activité de swing trader et à l'approche du mois de mai, voici ce que je compte faire d'une manière générale. Pour le swing trading, j'ai tendance à réduire considérablement le risque que je prends sur mes positions. Donc c'est ce qu'on appelle le money management. Pour le portefeuille du druide qui est plutôt l'objet de cette chaîne, je regarde si j'ai des lignes où je peux concrétiser mes plus-values, ce qui va permettre de pouvoir avoir du cash libéré pour profiter ensuite s'il y a une grosse correction de marché durant la période qui est beaucoup moins propice des marchés comme vous l'avez vu dans cette étude, dans cette vidéo. Donc actuellement au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes sur le mois de septembre, vous comprenez pourquoi je présente beaucoup sur des shorts, etc. des prises de bénéfices, ça me permet de libérer du cash et de pouvoir profiter si jamais il y a une grosse baisse dans le futur. Et puis dans un mois et demi, à être plutôt défensif, c'est-à-dire que j'aurai plus besoin d'encaisser des gains, je laisserai mes positions surfer tranquillement, peut-être le rallye de Noël, le rallye de fin d'année, et ce qu'on appelle l'effet janvier, mais ça sera l'objet d'une future vidéo. Je rappelle également que ça reste des statistiques qui peuvent démentir suivant les années, et puis que ça a été fait sur des indices, et non pas sur des actions individuelles, et peut-être que sur des actions individuelles, les actions qui surperforment le marché, ça pourrait changer complètement les résultats. Donc voilà, apprendre avec des pincettes, mais voilà comment personnellement je pourrais arbitrer mon portefeuille en fonction de ces informations et bien sûr de mes observations du marché à l'instant T. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à mettre un pouce et à vous abonner. À très bientôt. Bye bye.